Bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au CCO pour ce rendez-vous de questions publiques, ce nouveau rendez-vous, le troisième de l'année, avec aujourd'hui une invitée qui s'inscrit également dans le off du Printemps des Fameuses, qui se déroule durant tout ce mois de mars, mais Éric Varin nous en dira sans doute plus tout à l'heure, avec un pic les 22-23 mars, à Stéréolux. Donc aujourd'hui, nous recevons, dans le cadre du off des fameuses, Peggy Sastre, qui est journaliste et auteur de livres. Je ne vais pas dire autrice. Vous faites ce que vous voulez. auteur de livres, dont le dernier que vous trouverez ici tout à l'heure aux éditions Anne Carrière s'appelle « Comment l'amour empoisonne les femmes, du surinvestissement sentimental et des moyens d'y remédier ». On va parler donc de cet autre féminisme, de ce féminisme, je sais pas, on verra s'il est mainstream ou pas, comme on dit aujourd'hui, de ce qu'il en est. On va dialoguer avec Peggy Sastre, et on va bien évidemment commencer en abordant ce qui a fait beaucoup de bruit au début de l'année, avec la tribune publiée par Le Monde début janvier, qui était la tribune qui a eu, Gabriel Vitré m'a bien dit qu'il y avait eu 2 titres. Moi, je lis surtout Le Monde numérique, et j'avais vu le titre « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle », qui était une citation, quelques mots extraits de la tribune. L'édition papier étant « Sans femme pour une autre parole », si je ne me trompe pas, c'est cela. Sans femme libère une autre parole. Voilà. Et Peggy Sastre, donc, a été une des co-rédactrices de cette tribune. Peut-être pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire, le making-of de cette tribune. Et puis, bon, j'imagine que tout le monde dans la salle en a entendu parler, mais nous raconter un peu les effets collatéraux depuis et ce qu'il s'est passé. Alors d'abord, bonsoir. Merci de cette invitation et merci de vous être déplacé jusqu'à moi. Alors cette tribune, elle est née courant décembre. En fait, elle a été en fait la fusion, enfin la rencontre de 2 initiatives indépendantes qui se sont en fait le pilier était Catherine Millet. Donc moi j'étais chez moi à pester toute seule sur le déferlement de l'affaire Weinstein, de Balance ton port, de MeToo, etc., que je voyais en fait comme beaucoup de cas historiques passés, que ce soit le passé proche ou le passé lointain, de toutes ces affaires de panique morale qui ont l'air d'être de bonnes causes. Et en fait, moi, depuis très longtemps, je travaille en fait je travaille et je m'interroge, et c'est aussi quelque chose qui m'effraie. Comment est-ce que la raison se met en sommeil lorsque des causes nous semblent bonnes ? Et ça, pour moi, l'affaire, le MeToo et le Balance ton port était vraiment très caractéristique de ça. Il y avait eu un premier suicide d'un homme accusé au Royaume-Uni. Je pense qu'il y en a eu d'autres depuis. J'ai eu dans mon entourage professionnel, un très grand journaliste qui s'appelle Michael Oreskes, qui a été longtemps au Herald Tribune et qui finissait tranquillement sa carrière à la chaîne américaine, plutôt de gauche d'ailleurs, NPR, qui a été en fait forcé à une retraite anticipée parce qu'il a été accusé par une femme qui s'est rappelé qu'il y a 10 ou 15 ans, elle était dans un processus d'embauche avec donc cette personne, et il l'invite à dîner. Et au cours de ce dîner, donc c'est un dîner relativement informel, il lui pose, il vient dans la discussion, il lui parle lui de sa femme et il lui pose des questions. Est-ce que tu as un petit ami, etc. Et elle trouve que ce sont des sujets trop intimes pour un contexte professionnel. Elle rentre chez elle en larmes, elle passe la nuit à pleurer au téléphone avec son petit ami.
Et elle décide d'arrêter ce processus d'embauche. Et voilà, donc 10 ans plus tard, elle se rappelle qu'elle a été profondément impactée par cet événement et que c'était vraiment inconvenant de sa part de faire ce genre de choses au cours d'un dîner. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le type, après une très brillante carrière dans le journalisme, est aujourd'hui considéré comme le dernier des parias parce que, il y aura peut-être d'autres affaires, mais dans le cas qui nous occupe, c'est juste parce qu'il a parlé de sujets personnels au cours d'un dîner. Donc j'ai été très interpellée par ça et très choquée. Et très, tout de suite, comment dire, j'étais... on devient fou, quoi. On confond tout, on confond le viol, on confond le viol et des propos qui sont vraiment mineurs, surtout dans un contexte de libération des mœurs qu'on pouvait penser acquis depuis au moins 30 ans. Et donc j'étais là toute seule avec mon ami aussi Abnou Chalmani à maugréer comme ça en se disant mais personne ne se rend compte que c'est en train de partir en freestyle. Et là, j'entends à la radio Catherine Millet qui était venue pour parler de son dernier livre sur D.H. Lawrence. Et elle parlait justement du retour de l'ordre moral. Comment est-ce que D.H. Lawrence aujourd'hui serait accueilli forcément très mal, a priori assez mal. Et la journaliste lui pose des questions sur Balance ton porc. Et là, il y a eu un moment de tension assez intéressant parce que Catherine Millet ne voulait pas du tout parler de ça. Elle a insisté plusieurs fois. Non, je ne veux pas en parler. Je ne suis pas là pour parler d'actualité. Je suis là pour parler de mon livre, etc. Donc finalement, la journaliste lui tire les verres du nez et elle déroule un propos qui était assez cohérent avec ce que je pensais moi. Donc là, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Je me suis dit, oula, c'est bon, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule sur mon radeau à voir la houle folle de la foule arriver avec ses fourches, et ses brandons. Il reste encore des îlots j'aime pas le terme, de bon sens, de raison, de mesure, de sérénité, de genre de choses. Donc là, je contacte Catherine Millet parce qu'on est, sans être amis, enfin on est devenus depuis, parce que c'est ce genre d'expérience rapproche, c'est comme la télé-réalité, vous en sortez pas indemne. Donc je la contacte, on se voit avec Abnou Chalmani et là elle me dit vous connaissez Sarah Chiche? Oui, moi je lui dis oui, bien sûr, c'est mon ancienne éditrice, on est devenus amis depuis. Et donc là elle nous informe que Sarah Chiche l'avait elle-même contactée parce que quelques jours avant, Sarah Chiche, qui est psychanalyste mais qui est aussi romancière, elle va sortir un roman dans le courant de l'année 2019. Enfin bref, donc elle était en processus éditorial avec son éditeur. Et son éditeur lui dit, une éditrice d'ailleurs je crois, lui dit vous savez, aujourd'hui la vie sexuelle de Catherine M ne serait plus publiable. Et ça a été un choc énorme parce que pour Sarah comme pour moi, la vie sexuelle de Catherine M, d'un point de vue littéraire comme d'un point de vue historique, c'était vraiment une énorme claque pour nous deux. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle avait contacté Catherine Millet en lui disant il se passe des choses, il faut qu'on parle, il faut qu'on se fasse entendre pour essayer de contrôler les chevaux un peu. Et donc voilà, donc nous sommes en train de boire un verre avec Catherine Millet et Abnou Chalmani qui me dit que Sarah Chiche l'a contacté. Donc là voilà, on a synchronisé nos montres et comme on était aussi très proche de Catherine Robe Grillet qui était aussi sur cette même longueur d'onde, donc on a décidé d'écrire un texte à 5 mains et voilà. Et après, que se passe-t-il ? Alors, et après Et après, donc déjà les choses se sont... les choses se sont... Au début, c'est marrant parce que c'est dans Le Monde du 9 janvier, oui, on rappelle. Donc les 10 jours avant, en fait, donc le texte a été finalisé environ 10 jours avant. On a hésité en fait à en faire une tribune, enfin en faire une pétition, parce que c'était pas une pétition parce qu'on avait rien à revendiquer en fait. Mais on s'est dit, est-ce qu'on le fait passer pour le faire signer à plusieurs femmes ou est-ce qu'on reste entre nous? Donc on a décidé finalement de le faire passer à plusieurs femmes. Au début, ça a été assez froid. Au début, on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc jusqu'à 5 jours avant, en fait, on a continué à se dire on va le faire toute seule. Et en fait, ce qui a changé, c'est l'arrivée de Brigitte Lahaie,
qui a tout de suite adoré le texte, qui l'a signé, qui l'a passé à énormément de ses contacts. Donc là, les signatures se sont accélérées très très vite. Et donc ça a été publié le mardi. Le dimanche, ce qui était une blague, c'était on va demander à Catherine Deneuve, devient sérieux. Donc on cherche le contact de son agent, on l'a. L'agent nous dit que Catherine Deneuve est d'accord, mais nous, par mesure de précaution, on veut l'accord, on veut la... Écrit. Voilà, on veut la signature ou un message de Catherine Deneuve qui nous dit formellement qu'elle le signe. Donc on a eu d'abord un premier message mail le lundi dans la journée. Et le lundi soir, on a eu un message téléphonique qui confirmait sa signature. Mais en fait, c'était indépendant dans le sens où la tribune avait déjà été acceptée par Le Monde avant la signature de Catherine Deneuve. Et donc Catherine Deneuve a donné un écho international à ce texte qu'on n'attendait évidemment pas. Et après, c'est là que les ennuis commencent. Juste une précision avant de passer aux ennuis. C'est 100 femmes pour une autre parole. Il y avait donc Catherine Deneuve, il y avait vous étiez 5 co-rédactrices, mais il y a eu aussi des tas de noms qui sont un peu passés sous les radars lors de ce jour-là. Alors bon, il y a d'autres personnes connues. Enfin bon, il y a Ingrid Caven qui est actrice et chanteuse, mais il y avait, alors je vois, l'ex-femme de Fassbinder. Qui a fait l'objet aussi d'un prix Goncourt avec Jean-Jacques Schoull. Il y a une viticultrice, Sabine Doré, qui vient du Languedoc. Je crois qu'elle est du Sud-Ouest, à confirmer. Mais vous aviez une paysagiste. Il y a plein de il y a une auteure de livres pour enfants qui s'appelle Stéphanie Blake, qui écrit des livres qui font peur aux enfants d'ailleurs. Je crois qu'elle est très connue, moi je la connais pas. Mais... Tout à fait. Il y avait l'éditrice Joëlle Losfeld, il y avait des noms connus et d'autres moins connus, voire pas connus. Depuis, vous venez de me dire, plus de 200 personnes Plus de 200 personnes, oui. J'ai mis à jour il y a environ un mois, environ 200 personnes en plus, dont Samantha Geimer, qui a été la jeune fille qui, en 77, s'est fait violer par Polanski, qui ensuite nous a soutenus et qui ensuite a confirmé son soutien par une très très belle tribune dans Le Monde. Oui, et c'est ça donc on pose ce problème. Donc en fait, tout de suite, cette tribune a été très mal lue ou pas lue. J'avoue qu'encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends d'un point de vue assez psychologique. Je pense qu'on a tapé à l'amygdale et que le cortex frontal de beaucoup de gens est resté passif, voire éteint. Et en fait, il y a eu un espèce de pas de prise d'otage, mais en fait très vite, déjà dès le lendemain matin, il y a eu cette contre-tribune de Caroline de Haas qui nous accusait d'être les alliés des porcs et même les alliés des agresseurs sexuels, qui disaient que nous étions des récidivistes dans la défense des pédocriminels, des violeurs, etc. Donc ça, quand vous n'avez pas lu le texte, et on sait que la plupart des gens... l'esprit critique, le fait d'aller aux sources, c'est pas un réflexe que beaucoup de gens ont. C'est quelque chose de très coûteux. On le sait, c'est pas objet à débat. On sait que beaucoup de gens ne vont pas lire, ne vont pas aux sources parce que c'est énergivore. Et évidemment, quand vous avez des figures d'autorité, donc il y a eu Caroline de Haas, il y a eu aussi cette merveilleuse Laurence Rossignol qui, à 8h du matin, face à Léa Salamé sur France Inter, donc l'heure de grande écoute énorme, dit que nous justifions le viol. D'accord. Et donc évidemment que les gens qui écoutent ça, je veux dire, c'est le warning, c'est attention, c'est évidemment que beaucoup de gens se sont fixés là-dessus, ils ne sont pas allés voir le texte, ou même s'ils sont allés voir le texte, ils avaient tellement les oreilles bourdonnant de attention, ces femmes défendent de viol, que voilà, le texte n'a pas été lu, a été mal lu, et ce qui fait que ça a provoqué un déferlement de haine assez dingue, en fait, assez
Veut dire, les journalistes nous ont souvent demandé est-ce que vous vous attendiez à ça? Ben non, évidemment pas. On s'attend pas. Parce que vous pensiez quand même susciter des réactions avec le texte. Oui, évidemment, évidemment. De toute façon, preniez à rebrousse-poil. Oui, de toute façon, on voulait en fait ouvrir un débat. Ça c'est clair. On voulait ouvrir un débat. On voulait montrer. Moi, un de mes objectifs, c'était donc c'était fait aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même. Moi, je voulais que des gens se sentent comme moi, je m'étais sentie en écoutant Catherine Millet, genre, vous n'êtes pas seul. Vous croyez que cette question est pliée sur le MeToo, etc., que tout le monde pense pareil. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde ne pense pas pareil, et heureusement. On reviendra après, mais... tout c'est pour dire quoi? Je ne sais pas où je n'étais. Enfin, dire que vous saviez que ça allait susciter à minima des réactions. Voilà. Donc on cherchait évidemment à susciter des réactions, mais on s'attendait pas à se faire qu'il y ait des appels au viol sur nos têtes, que moi par exemple j'ai une amie que je considérais relativement proche qui met sur Facebook en public si Peggy Sastre ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux harcèlement, moi je peux mettre son numéro de téléphone sur internet, d'accord, super. On a eu des cas, il y a eu plusieurs signataires qui ont eu des problèmes très très graves dans leur famille, avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs tantes, etc. Des problèmes professionnels aussi. On a eu des signataires qui, notamment dans la fonction publique, qui se sont fait convoquer par leur hiérarchie, qui on leur a dit qu'est-ce que c'est que ça, vous vous rendez compte, ce que vous avez signé, blâme, etc. Donc en fait une disproportion. En fait il y a eu une disproportion des deux côtés, une disproportion dans les attaques et dans les soutiens. On a eu énormément de soutien, notamment, de France aussi, mais notamment de l'international. Et moi je me suis trouvée un peu très très perplexe par l'intensité des soutiens, des phrases et de la rhétorique que je recevais. C'était vous avez énormément de courage, bravo, merci d'exister, etc. Et je me suis dit, mais faut pas déconner, là, je suis pas non plus une journaliste algérienne pendant les années noires. On n'a pas dit non plus. Je veux dire, notre texte est quand même relativement banal en fait dans ce qu'on dit. Il y a 3 axes. Le premier, c'est oui, la libération de la parole, c'est bien, c'est même formidable. Mais dans le cadre de l'état de droit, une accusation ne vaut pas, une dénonciation ne vaut pas accusation. Et ne vaut pas encore plus condamnation. Il y a des tribunaux pour ça, etc. Le deuxième axe, c'est sur la censure artistique. Ça, on était tous d'accord pour dire que l'art a tous les droits, les artistes ont tous les droits, etc. Et le troisième axe, c'est attention, quand vous mettez les femmes sous cloche et quand vous considérez qu'elles sont naturellement, ou peut-être pas naturellement, enfin bref, qu'elles ont besoin d'une protection exceptionnelle. Je veux dire, la peur du loup, ça, depuis très longtemps, ça a été une arme d'asservissement des femmes très très efficace. Donc ça, c'est les 3 axes de la tribune. Est-ce que ça vaut qu'on nous cloue au pilori et qu'on organise le bûcher pour nos mettre au milieu? Je ne pense pas. Et qu'on dit les hommes? Qu'on dit les hommes, c'était très intéressant parce que les hommes, c'était très caché en fait. C'était très... On a eu des hommes relativement et même très connus qui nous ont soutenus, mais il fallait pas le dire. C'était le truc, pareil, c'était cette espèce de clandestinité des soutiens qui m'a pareil, qui m'a vraiment interloqué. Je me suis dit mais il y a pas lieu de ça quoi. Enfin... Mais c'est alors sur votre page Facebook, vous le disiez, parce que vous étiez au Salon du Livre ce week-end, et vous disiez que vous avez été étonné du nombre de personnes venant vous voir et disant on vous soutient, mais on ne peut pas le dire. Et puis, il y a eu, plus près, juste après la publication de la tribune, c'est dans le New York Times, une auteure américaine qui grosso modo a dit publiquement, on dit tous on est favorable au MeToo, mais en privé c'était concomitant. Je crois que c'était plus réservé. Voilà, je crois que c'était un peu avant peut-être que je me trompe, mais de mémoire c'était un peu avant, ou c'était le même jour oui c'est... Mais ça, c'est dans les milieux... Enfin, le Salon du Livre, il y a un biais de sélection parce que c'est le milieu de l'édition, des journalistes, etc.
Moi, j'ai vraiment l'impression que qu'il y a une espèce de décalage entre, je vais dire, l'opinion de l'élite, en gros, et les opinions du commun des mortels et du commun des Français, qui est beaucoup plus... qui même pas qui nous soutient, parce que c'est pas quelque chose d'actif, mais c'est, enfin, je veux dire, pour beaucoup de gens qui ne sont pas justement de l'élite intellectuelle, ça, je veux dire, ce qu'on dit va de soi, quoi. Oui, une main sur un genou n'est pas équivalent à un viol, quoi. Et même, et c'est même pas qu'il est équivalent, c'est même pas un point de départ, parce que aujourd'hui, dans beaucoup de féministes ont cette espèce de théorie de tout, comment dire, que les violences systémiques, c'est le grand mot, ça, qui sous-entend que il n'y a pas de différence de nature, il y a des différences de degrés, et que du regard insistant au viol pédocriminel avec acte de barbarie, c'est la voie tracée. Et si on commence à tolérer un sifflement dans la rue, eh bien, ça va directement au pire des crimes. Et en fait, non. Je veux dire, on n'a aucune donnée pour attester ça. Et je pense qu'on peut dire que c'est faux, en fait. Philippe? Oui, alors peut-être, parce que vous avez évoqué l'affaire Roman Polanski, vous, à l'époque, je crois que vous aviez, vous vous étiez exprimé, vous aviez fait une tribune sur, sur ce qui était un viol de Roman Polanski, que vous avez évoqué avec cette personne. Donc vous êtes vous-même, vous avez été cataloguée comme une féministe. Je le suis, enfin je revendique. Et en même temps, aujourd'hui, c'est intéressant de voir que dans ce... comment dire, dans ce cercle des féministes, je ne sais pas comment il faut le qualifier, tout d'un coup, vous êtes rejeté d'une certaine manière, un peu comme on le disait tout à l'heure, au sein du Parti socialiste, quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas dans la doxa, tout d'un coup devient insupportable. Alors, comment d'abord, d'une part, comment vous avez fait est-ce que vous avez fait un parcours entre ce que vous écriviez au moment de l'affaire Roman Polanski et ce que vous écrivez aujourd'hui? Est-ce que vous avez évolué dans votre j'ai évolué forcément et heureusement, j'ai envie de dire, mais j'ai relu, justement parce qu'on me l'a ressorti, j'ai relu ce texte et je signe encore tous les... je signe encore l'intégralité du texte parce que c'était c'était pas un texte qui se prononçait sur les faits, en fait, c'était un texte qui se prononçait sur la rhétorique des défenseurs de Polanski, qui était c'est un grand homme, ses accusatrices ne sont rien. Voilà, notre texte c'était les filles de rien contre les hommes entre eux. Donc oui, je reste. Je n'ai pas changé d'avis à ce niveau-là. Après, au niveau du féminisme, moi, il faut savoir que je suis pas du tout une militante. Je connais très peu l'histoire du féminisme, même si je me documente de plus en plus. Mais sur ce côté hérétique, orthodoxe, doxa, etc., c'est assez commun à beaucoup de cercles militants. On peut faire la blague sur plein de choses, mais je vais la faire sur les féministes. C'est qu'est-ce que 3 féministes dans une même pièce? Un putsch. Donc il y a ça, il y a cette espèce d'hyperbole, enfin je sais comment on appelle ça, d'excroissance, d'affolement militant comme ça, qui fait que le narcissisme des petites différences prend le pas, et en fait on se déchire très très violemment sur en fait des choses très secondaires, notamment en France et en Occident en général, parce que je considère que comment je définis mon féminisme, moi, c'est l'égalité. C'est que je considère que l'égalité entre les sexes est une des infrastructures essentielles à la prospérité et surtout à la paix des sociétés. Donc c'est pour ça que je suis féministe et que je trouve que le féminisme est très important parce que justement il permet d'échafauder des sociétés plus sereines, plus pacifiées et plus prospères économiquement et au niveau du bien-être, du bonheur, etc. Et je trouve qu'en France et en Occident en général, comme c'est même pas à peu près toutes les luttes ont été gagnées, mais toutes les luttes ont été gagnées en fait sur le point de vue de l'égalité. Et je sais pas, il y a une espèce je pense, de force d'inertie qui a été pour le coup
analysé sur d'autres domaines, comme par exemple sur la violence avec les travaux de Muschenbeld, qui montrent que en fait, on a été habitué à une très grande violence entre les sexes historiquement, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais on continue quand même. On est un espèce de stress. On ne sait pas. Il faut s'énerver en fait, même s'il n'y a pas de sujet d'énerver, même s'il n'y a pas de raison de s'énerver très fortement. Donc maintenant, c'est l'écriture inclusive, c'est les sifflements dans la rue, c'est je ne sais pas quoi, voilà, il faut pas. Enfin, je veux dire, après, c'est pas représentatif et je sais que c'est pas représentatif des opinions et même des désirs de beaucoup de femmes, mais il y a des blogs féministes qui vous expliquent que dès un regard insistant dans la rue, c'est une violence intolérable et qu'il faut éduquer les hommes à baisser la tête. Bon, ben d'accord, mais dans ce cas-là, c'est la servante écarlate, tout le monde baisse la tête, on fait une ségrégation entre hommes et femmes. On met chacun homme comme femme et sa burqa et tout le monde est content, quoi. Mais je pense pas que c'est une bonne société. Alors, vous avez... on va passer à votre conception du féminisme, peut-être. Hein, vous avez... je suis allé voir enfin, je ne suis pas allé voir la thèse que vous avez faite, je suis allé voir l'intitulé de votre thèse que vous avez soutenue il y a 7 ans maintenant, un peu moins de 7 ans. Hein, et l'intitulé, c'est « Généalogie de la morale, : perspective nietzschéenne et darwinienne sur l'origine des comportements et des sentiments moraux ». Et vous avez façonné un terme qui est votre vision du féminisme, qui s'appelle l'évoféminisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, et puis peut-être la trajectoire, le chemin suivi? Bah, l'évoféminisme, en fait, c'est deux concepts en un. C'est à la fois pour un meilleur féminisme, qui est donc un féminisme basé sur des faits, sur des données scientifiques, etc. On ne peut pas faire l'économie des sciences de l'évolution. Donc c'est un féminisme évolutif, un féminisme darwinien, etc. Et la deuxième... Ça, c'est la référence à Darwin. Voilà, tout à fait. Et le deuxième pan de ce concept, c'est un féminisme en évolution par rapport à lui-même. C'est-à-dire que s'il y a des faits nouveaux qui arrivent, on adapte son idéologie, on adapte son projet relativement politique, même si moi je considère que mes travaux c'est plus métapolitique, ça limite donner des outils à ceux qui s'occupent de politique, mais moi c'est pas du tout mon domaine de compétence, d'expertise, et c'est même quelque chose que j'ai beaucoup de mal à concevoir. Et voilà, donc un féministe qui est, donc c'est la deuxième notion, qui est ouvert, qui s'adapte en fait, s'il y a de nouvelles choses qui arrivent, on s'adapte et on adapte sa course. Et comment alors je crois que j'ai lu ça. Enfin, grosso modo, ce que vous mettez aussi dans l'évoféminisme, c'est plus qu'un féminisme calé en quelque sorte sur les conditions socio-culturelles, il y a des déterminants biologiques. Tout à fait, des prédispositions biologiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai constaté, et avec d'autres chercheurs et intellectuels, c'est qu'il y a quand même un décalage entre l'importance qu'ont aujourd'hui les sciences de la vie, d'un point de vue très général, pour comprendre nos comportements en général, et en particulier les comportements genrés. Et il y a un décalage entre donc, cette importance-là, cette importance théorique, cette importance vraiment matérielle, et l'écho qu'il y en a dans les applications concrètes du féminisme, qui soient politiques ou autres, qui reste calqué, enfin pas calqué, qui reste justement construit sur des données, enfin des paradigmes scientifiques qui sont aujourd'hui obsolètes. Et donc voilà, c'est ce décalage-là qui m'interpelle et c'est pour ça, enfin ça aussi c'est un des malentendus sur mes travaux. On dit souvent elle est dans tout dans le biologique, etc. Non, c'est juste que j'essaye
comment dire, de rééquilibrer la balance. Oui, effectivement, mon angle, c'est pas les théories les théories socio-économiques ou socio-culturelles, parce que il y a que ça en fait dans le discours, dans le discours intellectuel et le discours public sur le féminisme. Donc oui, moi, effectivement, mon angle, c'est la biologie, mais c'est juste un angle en fait. C'est pas ça aussi, j'ai remarqué au cours de ma relativement courte carrière, il y a un espèce de souvent, mais ça aussi, c'est aussi sur la tribune, hein, il y a un espèce de narcissisme négatif qui fait que pour beaucoup de gens, quand vous parlez pas d'eux, en fait, vous parlez d'eux, mais vous parlez contre eux. Non, c'est juste qu'on parle pas de toi, quoi. Mais c'est pas qu'on t'écrase, c'est pas qu'on te nie, c'est pas qu'on te. C'est juste que voilà, dans ce cadre-là du discours, on ne parle pas de telle ou telle problématique. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on les balaye et qu'on les conteste, en fait. C'est comme, je veux dire, il y a une métaphore que des chercheurs américains qui travaillent dans les mêmes domaines que moi disent, c'est comme si on disait à un spécialiste du cancer du foie, pourquoi tu critiques le cancer du poumon? Non, c'est pas sa spécialité, quoi. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, vous collaborez, vous écrivez très régulièrement pour Slate, hein, le site qui est décliné du Slate américain en .fr et sur lequel vous écrivez régulièrement des chroniques. Et c'est votre intérêt donc pour les sciences de l'évolution vous amène à traiter parfois des sujets qui peuvent sembler anecdotiques ou amusants, mais par exemple récemment, fin février, vous étiez en plein dans l'actualité en parlant de ce que les sciences de l'évolution pouvaient apporter pour expliquer l'affaire de l'héritage de Tout à fait. Ça, pour le coup, ça a été une commande. C'est une commande de ma rédaction, et en fait, comment est-ce que donc justement le conflit d'héritage de John Hallyday révèle en fait des processus qui sont le conflit parent-progéniture qui a été théorisé et travaillé par de grands noms de la biologie évolutive, dont Robert Rivers, qui a été prix Crawford en 2007, je crois, qui est l'équivalent pour la biologie du prix Nobel. Donc voilà, c'était pour ça aussi que. Mais ça aussi, c'est dans le cadre d'un livre que je suis en train de commencer. Parce qu'on m'a souvent fait le reproche mais tes travaux, c'est très bien d'un point de vue théorique, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie quotidienne? Et justement, mon prochain livre sera, je l'espère, sur comment est-ce que les sciences de l'évolution peuvent nous aider au quotidien, et dont à ce niveau conflit parent-progéniture, mais sur d'autres, par exemple sur d'autres sujets qui évidemment il va y avoir, parce que c'est le nœud de ma compétence sur les rapports hommes-femmes, et il va y avoir aussi pourquoi est-ce que justement les conflits politiques sont si durs? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir des discussions sereines avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord? Donc les sciences peuvent tout expliquer. C'est pas qu'elles peuvent tout expliquer, mais elles peuvent proposer un éclairage qui permet de comprendre. Encore une fois, comment dire, c'est pas tout expliquer, parce que les animaux que nous sommes, et les animaux en général, sont des organismes complexes, etc. C'est une perspective, c'est un des facteurs qui permet d'expliquer, mais évidemment c'est pas tout. C'est tout. Nos comportements sont une brique sont un assemblage de différentes briques. Et la sociobiologie et la biologie, la psychologie évolutionnaire est une de ces briques, mais c'est pas toute la maison, quoi. Et quel a été votre trajet? Comment vous êtes arrivé à vous intéresser aux sciences comme ça, puis ensuite à l'égalité homme-femme, au féminisme? En fait, les sciences, ça a été une espèce de frustration parce que très longtemps, j'étais une littéraire pur jus. Je voulais être romancière, faire de la littérature, etc. Je me suis rendu compte, après 3 ans de prépa littéraire, que ce que j'avais en tête comme étant littérature n'était pas du tout ce qu'on allait m'enseigner à la fac. Donc j'ai changé de voie. Je suis partie en philo, parce que en prépa littéraire, j'avais pas beaucoup de choix. J'étais pas du tout historienne. Et donc la philo, c'est là où je me démerdais le mieux, enfin le moins mal, on va dire. Et arrivé en philo, une grande solitude, une grande perplexité. Je ne comprenais pas le 3/4 des enseignements qu'on me faisait, en fait, sauf Nietzsche.
Et là, je me suis orientée. Non, d'abord, en fait, pendant un temps, j'ai caressé l'idée de devenir anthropologue, mais anthropologue biologique. Et à cette époque-là, je rentre en. C'était au début des années 2000, je crois que c'était pile poil en 2000 d'ailleurs. Je rentre en contact avec un grand anthropologue qui s'appelle Napoléon Chagnon, un anthropologue américain, qui a été l'un des premiers dans les années 70 à montrer qu'en fait que le mythe du bon sauvage était justement un mythe et que l'idée que la civilisation nous pervertit et que les peuples premiers sont beaucoup plus pacifiés, qu'écologiques, etc., que les peuples industrialisés était complètement faux, avec des mesures biologiques idoines, etc. Et lui, en fait, à cette époque-là, il était dans une cabale énorme, parce qu'en fait, il a tellement bouleversé les idées reçues de l'anthropologie, mais qui sont pas encore mortes, qui est justement cette espèce de mythe du bon sauvage, etc., qu'en fait, il a eu une cabale contre lui, où on l'a accusé d'avoir violé des Indiens, de leur avoir inoculé beaucoup de maladies, d'avoir fait des expériences eugéniques sur eux, etc. Ça s'est révélé complètement faux, mais ça s'est révélé complètement faux en 2010. Et en fait, en 2000, il était en plein dedans, il avait des problèmes avec son... il y avait ces autorisations de recherche au Brésil révoquées, etc. Mais à l'époque, c'était, je veux dire, avant que cette cabale commence, c'était un énorme chercheur réputé, voilà. Et donc je lui écris et il me dit, vous voyez ce qu'ils m'ont fait à vous, pardon, vous voyez ce qu'ils m'ont fait à moi, le mandarin ultime. Vous êtes en France, on sait que la France est très hostile à tout ce qui est perspective biologique, etc. Vous êtes morte même avant d'être née. Donc changez vite d'espoir de carrière. Donc voilà, l'anthropologie, c'était fini. Et ensuite, je me suis dit que, vu la pesanteur idéologique, parce que c'est vraiment des questions idéologiques qu'il y avait dans l'université, dans l'académie, sur toutes ces conditions-là, j'aurais plus de poids si j'allais quand même jusqu'au doctorat pour avoir une assise théorique et qu'on me dise pas, elle sait pas ce qu'elle raconte, etc. Mais que je faisais quand même, mais que je faisais une carrière civile, on va dire, d'écrire des livres, écrire des articles, etc. Donc c'est comme ça à peu près que ça s'est fait. Et donc voilà, donc je suis en philo, je comprends pas ce que donc je lis Nietzsche, j'aime beaucoup Nietzsche, je commence à lire Darwin et là ça a été vraiment une épiphanie, ça a été vraiment une rencontre intellectuelle exceptionnelle. Donc après, j'ai creusé le sillon sur les darwiniens contemporains. J'ai fait aussi une grosse partie de mon cursus en logique et en philosophie analytique anglo-saxonne. Donc tout ce qui est, voilà, qu'est-ce que le langage, voilà, la logique, les propositions, etc. Donc un cadre très rationnel, très fort, enfin très sec même. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit cette espèce d'œuvre. Et il y a un côté, vous aménagez à contre-courant. C'est pas que j'aime, c'est que je me rends compte que spontanément, c'est ce que je fais, quoi. En fait, pour faire un peu de psychanalyse, j'ai une famille, du côté de ma mère, qui est d'origine juive et qui pendant très longtemps ne le savait pas, mais assez bizarrement, je ne sais pas si c'est une intuition, une mémoire biologique ou je ne sais quoi, épigénétique. Très tôt, en fait, ma mère m'a montré les documentaires sur la guerre, la Shoah, voilà. Donc elle m'a montré Shoah, Nuit brouillard, de Nuremberg à Nuremberg, avec une espèce de message sous-jacent. C'est marrant parce que je pense que si vous lui demandez aujourd'hui, elle dirait mais non, t'as complètement déliré, c'était pas du tout pour ça. Bref. Mais moi, en fait, le message que j'en ai retenu, c'est fais attention, l'humain est mauvais. Enfin, je veux dire que voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui est arrivé. Donc, part du principe que c'est la merde. Et c'est la merde. En fait, surtout au niveau justement de tous les mouvements de foule. Comment est-ce que la foule peut devenir folle ? Comment est-ce qu'il faut se méfier du conformisme, des réflexes moutonniers, etc. Et après, j'ai une psychologie, j'ai un syndrome autistique, ce qui fait que je suis, voilà, tout ce qui est les trucs sociaux, ça m'angoisse. Voilà, donc nager à contre-courant, j'ai envie de dire que c'est une espèce, c'est pas une volonté, c'est
c'est en fait, j'ai construit sur des espèces de propensions très, je vais pas dire innées, mais très primitives en fait au niveau de ma personnalité, personnelle. Et donc voilà, oui, c'est clair que je me méfie, je me méfie vraiment du biais de conformité. Et oui, et nager à contre-courant, je questionne tout. Dès que nager à contre-courant dans le sens où c'est assez évident que spontanément, je me méfie d'une idée si elle a l'air trop consensuelle en fait. Vous aimez la polémique ? Non, en fait, ça c'est bizarre parce que je déteste le conflit, je déteste la polémique. Mais là, vous avez été servi, là. Ouais, ça c'est vrai, mais je me suis enfermée. C'est pour ça que j'habite en Bourgogne, je peux me terrer dans mon bunker et attendre que ça passe. Non, je déteste le conflit, la polémique. Je suis une digne enfant des Lumières. J'aime la conversation sereine et policée et voilà. Donc, à l'opposé de ce qui s'est passé après le 9 janvier. Tout à fait. Juste, vous nous disiez tout à l'heure que le féminisme chez vous, enfin, c'était pas inné ou c'est pas venu comme ça. Vous regardez. Si on regarde. Alors, je vais mettre ça entre guillemets, les glorieuses anciennes, enfin bon, Simone de Beauvoir, ou peut-être plus près de nous, si on prend les années 70, le procès d'Aix-en-Provence, Gisèle Halimi, etc. Ce sont des figures, qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui à vous, Peggy Sastre ? Moi, je remonterais même encore avant, je suis assez proche d'une femme comme Olympe de Gouges. Qui avait justement qui avait mon féminisme en fait quelque chose de très basique, donc de l'égalité sociale en droit et en statut des hommes et des femmes, qui ne veut pas du tout dire une indifférenciation, ce genre de choses. Gisèle Halimi a fait des choses merveilleuses sur la prise en compte du viol, etc. Plus tard, il y a des choses que je suis moins d'accord avec elle, dont elle est opposée à la prostitution. Moi, je considère qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que toutes les luttes ont été gagnées. Non, il en reste une, c'est sur les droits des prostituées. Ça, c'est vraiment le truc qui me paraît très important et qui permettra d'ouvrir en fait ce qui reste à conquérir, qui est en fait justement, ça c'est plus le sujet de mon dernier livre, qui est l'indépendance des femmes et justement l'indifférence par rapport à la sexualité. Et s'il y a des gens qui ont une certaine différence par rapport à la sexualité jusqu'à en faire un métier, c'est les prostituées. Et donc, donnons-leur des droits. Et cette chape que la sexualité fait peser sur les femmes pourra sans doute s'atténuer. Tout ça pour dire quoi ? Oui, en fait, le féminisme... moi, je dis souvent que je suis une féministe par défaut, dans le sens où, sans avoir rien lu... aucun cadre militant, etc. Quand j'étais jeune, en fait, chez mes parents, enfin, dans ma famille, c'était vraiment très égalitaire. Il y avait une contrainte pour tous, que ce soit mon frère et ma sœur, c'était on travaille bien à l'école. Les enfants, enfin, donc nous, on faisait zéro tâches ménagères. Mes parents se les répartissaient, à mon sens, équitablement. Donc voilà, donc j'étais féministe par défaut et j'arrive en fait à la vie sociale à la fac et en prépa et ensuite à la fac, et en fait je me rends compte que les cercles militants qu'il peut avoir dans ces écosystèmes-là sont en fait... je suis en porte-à-faux en fait avec ce que je crois être le féminisme, et pour moi voilà, c'était comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, j'étais féministe sans le savoir. Et tout ce que je voyais dans ces cercles militants, et ce qui m'a vraiment interloqué à l'époque, c'est que j'ai trouvé, et je continue à trouver, que le plus gros de la violence, c'est entre femmes en fait. C'est les femmes qui se jugent, c'est les femmes qui veulent se faire entrer les unes les autres dans le droit chemin. C'est tout genre de choses. Mais c'était une perception personnelle que depuis j'ai constaté, comment dire, j'ai appuyé par des recherches, que moi je fais aucune recherche, hein, je vais voir ce que les chercheurs font. Et en fait, dans toutes les sociétés où on a pu faire ce genre d'études, les franges les plus conservatrices sociétalement
sont composées de femmes. En fait, c'est les femmes qui sont les premières opposées à l'avortement, qui sont les premières opposées au mariage gay, qui sont les premières opposées à la prostitution. Dans les pays où l'excision se pratique, c'est avant tout des femmes, une majorité de femmes qui veulent que la pratique se poursuive, alors qu'à l'inverse, c'est les pères qui veulent que ça s'arrête. Et donc ça, c'est tout un impensé du féminisme contemporain, c'est la compétition intrasexuelle entre femmes, en fait. Philippe ? Oui, alors peut-être pour revenir sur ce qu'il y a dans votre livre, j'ai choisi un des 4 chapitres et je voudrais vous demander d'expliquer pourquoi le grand débat qu'il y a eu sur la charge mentale, vous l'avez expliqué biologiquement, en fait, en indiquant que les femmes finalement sont amenées à faire un surinvestissement ménager en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez développer votre explication ? À la base, en fait, le premier constat qu'on fait, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas la même notion du ménage, en fait, n'ont pas le même seuil de tolérance à la saleté. C'est-à-dire que globalement, un homme va nettoyer pour que ça cesse d'être sale, alors qu'une femme va nettoyer pour que ça reste propre. Donc, vous dites ça très bien. Vous dites, je crois, les hommes font du curatif, voilà, et les femmes font du préventif. C'est ça. Les femmes ont un ménage préventif, alors que les hommes ont un ménage curatif. Donc forcément, au sein d'un couple, ça peut créer des conflits, parce que voilà. Une femme lambda, encore une fois, ce sont des données sur les recherches sur lesquelles je travaille, ce sont des données statistiques qui sont faites sur des grands nombres, de grandes populations. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se reconnaître dans ce portrait, mais c'est normal, parce que les comportements ne sont pas binaires, c'est juste qu'il y a plus de... Voilà, c'est la courbe de Gauss, il y a plus de gens au niveau de la moyenne, mais ça n'empêche pas du tout toute une variation comportementale. Et donc, de ce constat-là, donc, des chercheurs se sont demandé pourquoi, et un des facteurs, en fait, c'est que les femmes sont plus facilement dégoûtées que les hommes. C'est-à-dire qu'on fait des études, on leur demande sur les sécrétions corporelles, la saleté, etc. Les femmes ont une aversion beaucoup plus grande que celle des hommes. Et la chose très intéressante, c'est que ça s'applique en fait aux domaines moraux. Dans le sens où ce qu'on appelle la loi de contagion universelle, c'est-à-dire que c'est l'une des bases de la pensée magique, c'est que vous considérez que quand 2 choses sont entrées en contact, elles ont échangé des propriétés et en fait cet échange est pour toujours. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, si vous êtes dans une conférence avec une personne qui est pas recommandable, on va dire ah bah t'as vu, t'as fait cette conférence avec cette personne, donc t'as été contaminé. Ce genre de choses. Il y a, par exemple, le fait qu'au XIXe siècle, c'est Pavarotti qui le racontait, beaucoup de ténors en fait se faisaient casser la gueule à la fin des spectacles parce qu'ils avaient joué un méchant dans la pièce. Et en fait, les spectateurs faisaient pas le. Voilà, c'est encore, c'est des processus psychologiques qui sont très bien étudiés par des chercheurs en psychologie expérimentale. Donc c'est cette contagion universelle. Et donc tout ça pour dire que voilà, donc les femmes ont une aversion au dégoût beaucoup plus forte que les hommes, notamment à cause, enfin c'est pas à cause, mais l'hormone de la progestérone. Donc c'est l'hormone de la nidification. C'est notamment l'hormone qui fait que pendant la grossesse, le corps de la femme va baisser son système, une partie, pas tout, mais une partie de son système immunitaire pour que le bébé qui est composé à 50% d'un ADN étranger ne soit pas considéré comme un corps étranger, donc ne soit pas expulsé. Donc ça, c'est modulé par la progestérone. Et en fait, on remarque que quand il y a des pics de progestérone chez les femmes ont plus envie de nettoyer, que la normale. Donc on pense, une des théories actuelles qui me semble assez crédible, c'est que la progestérone a un effet sur les envies ménagères. Ça se voit par exemple beaucoup chez les personnes qui sont atteintes de TOC, dont de troubles obsessionnels compulsifs. Les femmes, déjà, par rapport aux hommes, ont beaucoup plus de troubles obsessionnels compulsifs ménagers, mais quand elles ont beaucoup de progestérone, c'est encore plus. On peut même déclencher
On peut même déclencher des troubles obsessionnels compulsifs ménagers. Donc voilà, en fait, les femmes ont une prédisposition. C'est important, c'est pas indéterminé, c'est une prédisposition parce que en biologie évolutive, tout est une affaire d'interaction. Donc si on peut avoir des prédispositions biologiques, si on ne rencontre pas dans notre environnement quelque chose qui les active ou les annule ou les modèles, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas du tout un destin, c'est pas ce qu'on peut lire à droite à gauche, c'est une erreur en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que les femmes ont une propension plus grande justement à investir le ménage et à faire un cinéma parce qu'il y a une chaussette qui traîne. La majorité des hommes ne comprendra pas le problème. Mais le truc très intéressant, c'est que comme justement cette aversion au dégoût est une conséquence de la protection justement immunitaire et de la protection en fait hygiénique qu'une femme doit, enfin c'est pas le bon terme, est amenée à avoir par rapport à son propre corps et l'enfant qu'elle porte. C'est une affaire de degré en fait. Quand la menace hygiénique, quand la menace pathogénique devient trop forte, là, elles arrêtent de nettoyer dans le sens où ce qu'on voit, c'est que les métiers qui sont très dangereux d'un point de vue pathogénique, qui sont les éboueurs, les gens qui travaillent dans les stations d'épuration, les agents de maintenance et de ménage, mais qui font du gros ménage, qui font du gros œuvre, sont très très majoritairement des professions masculines et avec des proportions. Enfin, je me rappelle plus les chiffres, mais je crois que les stations d'épuration, il y a 5% de femmes, quoi. Et à l'inverse, dans les femmes de ménage, dans les femmes de ménage où il y a un ménage entre guillemets modéré, c'est à 80% des femmes. Et donc ça, ce sont des facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que tendanciellement, les femmes ont un rapport différencié et plus intense au ménage que les hommes, et qui n'est pas du tout l'espèce de discours sur la charge mentale qu'on a entendu, que c'est le patriarcat et qu'elles sont dominées et que etc. Elles ont un intérêt biologique à plus investir le ménage que les hommes. Ok, vous expliquez ça très très bien dans votre livre. Oui, oui, c'est mieux expliqué. Est-ce que vous ne croyez pas, qu'à l'appui des sciences, on peut apporter de l'éclairage, l'autre angle qui serait celui des conditions socioculturelles ou une part de science, une part de charge mentale? Non, tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions socioculturelles ne sont pas un arbitraire. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est tel truc est une construction sociale, mais c'est pas une construction sociale sur du sable, en fait. La biologie, c'est les fondations, et la société et le socioculturel, c'est la maison. Donc voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. S'il y a quelque chose que je combats, c'est cette espèce d'idée que la construction sociale, en fait, est une construction arbitraire. Elle n'est pas arbitraire. On ne peut pas entendre les ultrasons. On ne peut pas nager sous l'eau, sans appareillage. On a notre corps. C'est un grand biologiste qui s'appelle Edward Osborne Wilson qui a cette phrase qui dit: la biologie nous tient en laisse, mais si on ne connaît pas notre biologie, la laisse, on raccourcit la laisse, en fait. D'accord. Alors, dans votre dernier essai qui est sorti au mois de janvier, donc Comment l'amour empoisonne les femmes, vous dénoncez le surinvestissement affectif des femmes. Je le dénonce, je ne sais pas si c'est le dénonce, vous le soulignez, oui, vous le pointez du doigt. Voilà. Je considère que c'est un des derniers obstacles qui s'interpose entre en fait ce qu'on appelle le plafond de verre, etc. Pourquoi est-ce que si on veut vraiment que les femmes investissent dans les mêmes proportions que les hommes, ce qu'on appelle les positions de pouvoir, il va falloir assez mathématiquement qu'elles désinvestissent le plan sentimental, donc qui est extensible. Donc il y a l'amour amoureux, il y a l'investissement sur les enfants, l'investissement sur le foyer, etc. Voilà, c'est une question de vase communicant, quoi. Qu'elles deviennent des hommes comme les autres. C'est un peu ça. De toute façon, la marche de nos sociétés qui a été permise par les trois grandes révolutions, qui sont la
La révolution industrielle, la révolution pasteurienne, donc le combat contre les microbes et les virus et la révolution contraceptive, fait qu'en fait, le rapprochement comportemental entre hommes et femmes est principalement dû au fait que justement les femmes deviennent des hommes comme les autres. En fait, c'est les femmes qui se rapprochent des comportements moyens des hommes que l'inverse, que les hommes qui se rapprochent des comportements féminins.